Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Montre-moi l'histoire. Comme vous pouvez le remarquer, on se retrouve aujourd'hui pour notre toute première vidéo en extérieur de la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu d'exception, souvent éclipsé par Versailles, mais qui en est la matrice, le château de Vaux-le-Vicomte. C'est un château qui raconte l'histoire d'un homme à l'ambition démesurée et d'un roi qui ne supportait pas qu'on lui fasse de l'ombre. Préparez-vous à plonger dans l'un des plus grands chefs-d'œuvre du XVIIe siècle, symbole de raffinement, de pouvoir et d'art total. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la commenter et de la partager pour me soutenir, ça me fera chaud au cœur. Je vous laisse avec la suite. Tout commence avec Nicolas Fouquet, figure emblématique du siècle du roi Soleil. Né dans une famille de parlementaires, il gravit les échelons jusqu'à devenir surintendant des finances en 1653. Mais ce n'est pas qu'un technicien des chiffres. Fouquet est un homme de goût, un mécène et un collectionneur d'art. Il rêve d'un domaine à son image, somptueux, harmonieux et moderne. En 1641, il achète la seigneurie de Vaux et y voit le lieu idéal pour bâtir un domaine sans égal. Il dira: j'ai toujours eu l'ambition de faire quelque chose de grand. Mais dans un royaume où tout tourne autour du roi, cette ambition allait vite paraître suspecte. Pour faire de Vaux un chef-d'œuvre, Fouquet s'entoure des meilleurs. Louis Le Vau, son architecte, André Le Nôtre, créateur du jardin à la française, Charles Lebrun, un décorateur visionnaire, et le maître maçon Michel Villedos, qui coordonne des centaines d'ouvriers. La construction dure de 1658 à 1661. C'était donc un chantier titanesque. Le Vau abandonne la brique prévue pour de la pierre de Creil, qui est une pierre blanche, plus noble et plus lumineuse. Le plan en U, le grand salon sous coupole et les enfilades, tout est calculé pour impressionner. Quant au jardin, Le Nôtre crée un miracle de perspective et de géométrie. L'illusion optique est partout. Des bassins qui paraissent plus proches et des arbres taillés pour allonger l'horizon. C'est ici que naît le jardin à la française, où la nature obéit à la volonté de l'homme. À l'intérieur, c'est un autre chef-d'œuvre. Le grand salon ovale sous dôme, baigné de lumière, offre une vue spectaculaire sur les jardins. Une révolution pour l'époque. Les appartements du roi et ceux de Fouquet sont richement décorés. Tapisserie de la Savonnerie, plafond mythologique signé Lebrun, boiserie dorée et même une salle de bain à l'étage. C'est ici que l'on comprend le mieux le goût, la culture et la modernité de Fouquet. Un luxe jamais ostentatoire, toujours raffiné. Pour inaugurer son château, Fouquet organise la fête la plus somptueuse de son siècle. Au programme, pièces de Molière, feux d'artifice, banquets ou bien fontaines illuminées, même les jardins participent au spectacle. Le roi Louis XIV, lui, est présent et assiste à tout. Mais au lieu d'être flatté, celui-ci se sent humilié. Comment un sujet peut-il s'offrir un tel luxe ? Colbert, son ministre ambitieux, en profite pour l'enfoncer en disant « Sire, ce château est payé avec l'argent du royaume ». Le choc est immédiat et 3 semaines plus tard, Fouquet est arrêté. Il est arrêté par D'Artagnan en personne, ce qui en rajoute plus à la dramaturgie de l'histoire. Commence alors un procès fleuve. Fouquet est condamné à la prison à vie, qu'il purge dans une forteresse isolée où il mourra en 1680. C'est donc un destin tragique, mais son château, lui, va vivre. Louis XIV, pourtant choqué, va copier. Il confisque le château un temps, puis récupère Le Vau, Le Nôtre et Lebrun. Ces 3 artistes deviennent les bâtisseurs de Versailles. Les éléments sont les mêmes, avec la symétrie stricte, les salons en enfilade, les jardins géométriques et surtout la mise en scène du pouvoir. Vaux n'est pas qu'un modèle, puisqu'il est le prototype de l'architecture royale française. Le style créé ici deviendra la référence absolue dans toute l'Europe. Après la mort de Fouquet, le château change de main. Il survit à la Révolution, mais est vidé, abîmé, abandonné. Jusqu'à 1875, où un industriel, Alfred Sommier, le rachète et le restaure intégralement. Sa famille, les Vauguier, en est toujours propriétaire et en a fait un modèle de préservation privée du patrimoine. Classé monument historique dès 1939, puis en 1965 dans sa totalité, Vaux devient un pionnier du tourisme culturel, accueillant ses premiers visiteurs dès 1919. Aujourd'hui, le château emploie 75 personnes, accueille plus de 300 000 visiteurs par an et poursuit ses restaurations. Vous pouvez le visiter de jour, de nuit, en costume d'époque, assister à des reconstitutions, des expositions, etc.
Il est aussi un décor très prisé du cinéma, de Marie-Antoinette à Moonraker, en passant par la folie des grandeurs. C'est un château vivant, actif, rayonnant, qui continue de faire briller la culture française dans le monde entier. Ból-le-Vicomte, c'est bien plus qu'un château. C'est un tournant dans l'histoire, un lieu de génie, un symbole du pouvoir, de l'art et de l'ambition. Sans lui, Versailles n'existerait peut-être pas. Et grâce à l'engagement de ses propriétaires et à l'enthousiasme du public, il reste aujourd'hui un modèle de transmission culturelle. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager, d'aimer et de commenter, ça me fera très plaisir. D'ailleurs, n'oublie pas de me dire en commentaire quel prochain château tu aimerais découvrir. Sur ce, je te dis à très vite pour plus d'histoires et de patrimoine.